Bonjour à toutes et à tous. Alors, une fois qu'on a passé les petits problèmes techniques, on va pouvoir commencer cette conférence. Merci d'être venu en fin de slot sur ce bel événement qui est Big. Et je vais vous parler de cyberattaque. Alors, cyberattaque, le terme fait beaucoup fantasmer. Ça représente beaucoup de choses en fait. Les cyberattaques, elles sont nombreuses, elles sont multiples. Et ça peut être un petit incident de sécurité ou un gros incident de sécurité. Alors, je vous propose justement un petit peu de détailler tout ça. Mais avant toute chose, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Denis Boyer, je suis chargé de mission sensibilisation risque cyber au sein de cybermalveillance.gouv.fr. Est-ce que cybermalveillance.gouv.fr, ça vous parle? Je suis content de voir qu'il y a des gens. En tout cas, on s'est installé, nous, dans le paysage. On a été créé il y a 8 ans. On a été incubé au sein de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est un peu notre grand frère ou notre grande sœur. Nous avons pris notre indépendance et nous avons été créés pour répondre à 3 publics que sont les particuliers, les professionnels de type TPE-PME et les collectivités territoriales. Donc 3 publics, un public très très large. Et nous avons 3 missions le concernant. Le premier qui est d'assister les victimes, toutes les victimes, qu'elles étaient victimes d'un petit incident, d'un gros incident. Deuxième mission, une mission d'information et de sensibilisation. Moi, c'est mon métier, je prends mon bâton de pèlerin, en l'occurrence un micro, et j'essaye d'expliquer au maximum de gens, qu'on soit particulier ou professionnel, quels sont les dangers pour pouvoir s'en défendre. Et enfin, une troisième mission, on a une mission d'observation et d'anticipation de la menace. Et ça repose sur les chiffres. Vous savez, dans la présentation, il y a toujours des chiffres. Alors vous en allez avoir un petit peu après, mais ils sont ici. Cybermalveillance.gouv.fr, c'est 5 400 000 visiteurs uniques en 2024. C'est également 420 000 demandes d'assistance. Là, on parle de gens qui sont venus sur notre plateforme chercher de l'aide. Et nous avons également 1200 prestataires et 200 experts cyber qui travaillent uniquement pour les professionnels. Alors vous voyez, je ne dis pas qu'on connaît tout de ce qui se passe sur Internet, de toutes les menaces, mais avec 420 000 demandes d'assistance, tout confondu, dans 15 000 professionnels, ça nous permet d'avoir une idée de ce que sont les cybermalveillances les plus prégnantes, celles qui peuvent vous toucher. Alors justement, on va en parler, ces tendances. Je ne vais pas vous faire le top 50. En fait, on a catégorisé en 51 cybermalveillances différentes. Je vais vous faire un top 5. Ce top 5, le voici. En premier lieu, et ce n'est pas vraiment étonnant, on va retrouver l'hameçonnage. L'hameçonnage, c'est la première des menaces tout public. Qu'on soit particulier, professionnel ou une collectivité territoriale, je vous dirai tout le monde, l'hameçonnage, c'est vraiment la cybermalveillance la plus prégnante. Pour s'en convaincre, moi j'aime bien souvent sortir un exemple. Je voudrais savoir qui parmi vous a reçu par SMS un message comme quoi son colis était trop gros pour entrer dans sa boîte aux lettres, qui a reçu sa contravention. Et je peux en citer plein des exemples. Au fur et à mesure du temps, à une époque, c'était le compte personnel de formation, et il y en a plein et ça n'arrête pas. Ça prend énormément de formes différentes. Dans celles qu'on a pu voir en 2024, qui ont bien marché pour les particuliers, ça a été par exemple l'abonnement Prime Video. On vous dit, vous avez souscrit un abonnement Prime Video à très cher. Si vous n'êtes pas à l'origine, enfin, connectez-vous ici. Vous voyez? Donc, l'hameçonnage, c'est vraiment, pour nous, la première, ce qu'on appelle, nous, la mère des cybermalveillances, puisqu'on commence par un hameçonnage pour ensuite aller vers quoi? Eh bien, la deuxième menace, qui est le piratage de compte. En fait, l'objet du piratage de compte, c'est de récupérer ce qu'on a pu récupérer au début, c'est-à-dire identifiant mot de passe, et d'utiliser ces identifiants et mots de passe pour aller plus loin. Alors, l'objet de prédation des cybermalveillants, avant, c'était le compte bancaire. Mais il y a énormément de sécurité qui a été mise en place. C'est pour ça que quand vous faites un achat en ligne, vous recevez un code temporaire sur votre téléphone mobile pour avoir une forme de double authentification. Donc, oui. Alors, ce n'est pas systématique. Effectivement, il y a un grand site marchand pour qui ça passe très très bien. Mais maintenant, on commence aussi à voir la réputation des appareils depuis lesquels vous vous connectez. Donc voilà, le piratage de compte. En troisième, on va arriver au rançon logiciel. Le rançon logiciel, il a baissé en volumétrie par rapport aux années précédentes, mais il est toujours à un niveau très très haut. Et le rançon logiciel, avant, qui touchait, on va dire, il y a 5 ans, 6 ans, les grands groupes, il s'est vraiment installé dans le monde de la TPE et de la PME. Et c'est vraiment quelque chose qui fait énormément de dégâts. Les rançons vont de quelques milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça dépend du nombre de postes, ça dépend de la grosseur de l'entreprise.
Et c'est donc la troisième cybermalveillance. La quatrième, c'est le faux ordre de virement. Vous voyez, je l'ai encadré. Pourquoi je l'ai encadré de rouge? Eh bien, tout simplement parce qu'entre 2023 et 2024, nous on parle toujours en année N-1, on a eu 29% d'augmentation en volumétrie du faux ordre de virement. Le faux ordre de virement, c'est le fait de recevoir par mail, par exemple, un nouveau RIB en vous disant au fait, pour le paiement de telle facture, voici, j'ai changé de coordonnées bancaires, j'ai changé de compte, voici mon nouveau RIB. Si vous ne faites pas de vérification, eh bien derrière, l'argent sera versé sur le mauvais compte. Il faut se méfier. Le nom et le prénom sur un RIB n'est pas un élément de contrôle. Donc ça peut être très facilement falsifié. Et c'est le genre de choses sur lequel il devrait y avoir du changement dans les années à venir. Mais à l'heure actuelle, on ne se fie qu'aux données qui sont sur l'IBAN. Le nom, prénom ne sont pas des caractères discriminants. Donc si vous virez l'argent avec, sur un mauvais compte, même s'il est marqué avec le bon nom et le prénom, eh bien ce sera dommage pour vous. Donc le faux ordre de virement, quatrième cybermalveillance qui impacte énormément les TPE-PME. Et j'insiste énormément dessus parce que pour s'en défendre, souvent ce n'est pas grand-chose. Il suffit simplement, lorsqu'on reçoit de nouvelles coordonnées bancaires, de contacter directement l'émetteur de ce changement et lui dire « Est-ce que vous êtes bien à l'origine ?» Donc là, on est sur une infraction, une cybermalveillance qui est véhiculée par le côté cyber, mais qui en soi est une escroquerie. La violation de données. Violation de données, c'est la cinquième. Je l'ai mise, elle est très importante. Nous, c'était le phénomène majeur de l'année 2024. Et effectivement, si vous vous souvenez bien, en 2024, on a commencé d'abord par le piratage de France Travail et on a fini par celui d'un grand opérateur qui est Free. Donc vous voyez, il y a énormément de données personnelles qui sont retrouvées dans la nature. Et on va dire que ça fait une grande boucle, parce que ces données personnelles qui ont été récupérées, qui ont été volées, sont utilisées pour faire quoi? Eh bien, les messages d'hameçonnage, de phishing, avec des données personnelles. Et on vous dit, bonjour madame un tel, monsieur un tel, on vous donne votre adresse, on vous donne même votre numéro de compte bancaire pour donner du crédit à ces arnaques. Donc voilà, ça ce sont ces 5 cybermalveillances les plus prégnantes. Et pour toutes les autres, 46 autres, ça représente 27% du volume. Donc je ne vais pas m'étendre dessus, ce sont vraiment celles-là sur lesquelles vous devez avoir conscience qu'elles existent et mettre en place des choses au sein de vos organisations pour pouvoir vous en défendre. Donc voilà, je vous l'ai dit, ça je récapitule. Hameçonnage, la mère des attaques, vous avez bien compris, c'est le vaisseau amiral qui emmène vers le piratage de comptes. Le rançongiciel peut être la conséquence aussi d'un piratage. Le fait d'être arrivé avec notamment un compte qui a des privilèges, on peut arriver dans l'infrastructure, déposer un premier implant et ensuite ce malware va se répliquer, rechercher tous les documents qui sont intéressants, les exfiltrer, se répliquer, s'intéresser notamment aux sauvegardes et lorsqu'ils sont prêts, je fais un claquement de doigts et 1 minute 30 plus tard, tout est chiffré, vous allez recevoir la demande de rançon. Les fraudes au virement, j'en ai parlé. Là, je vous donne un exemple. Une horticultrice du Maine-et-Loire a été victime d'une escroquerie au faux ordre de virement. Les malfaiteurs ont piraté la boîte mail de son entreprise et ont obtenu la copie d'une facture d'un vrai artisan. Et ils ont réussi à lui soutirer 26 000 €. Eh bien, pour cette horticultrice, vous imaginez bien les problèmes que ça peut poser. Un gros trou dans la trésorerie et elle ne reverra jamais son argent. J'ai fait figurer le cyberharcèlement. Cyberharcèlement, on est vraiment sorti du top 5, on est en 10e position. Par contre, c'est quelque chose qui avant touchait énormément les individus et ça commence à s'installer dans d'autres usages. On parle de cyberharcèlement d'élus, donc pour les collectivités territoriales, et vous avez tous en mémoire des choses que vous avez pu lire dans la presse, mais c'est également au niveau d'entreprises. Par rapport à un ancien employé, par rapport à quelqu'un d'autre, une entreprise concurrente. On a vraiment un changement de comportement et c'est un phénomène qui commence à sortir de terre. Donc il faut être très très vigilant à ce genre de choses. Alors voilà, moi je vous ai fait peur avec tout ça. Je vous ai fait un état, mais vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'on a ces menaces que pour autant on est toujours en danger. Souvent, la première chose que l'on doit avoir, c'est de la vigilance. Et déjà avoir conscience de ce qui se tourne autour. Ce qu'il y a autour de tout ce qui est cybermalveillance. La prise de conscience en entreprise, je vous ai mis les résultats d'une étude qu'on a fait, une campagne Impact PME, qu'on a fait notamment avec CPME et UDP, non CPME. Et voilà, j'ai mis 3 chiffres.
vert, orange, rouge, on connaît bien les codes couleurs. Le côté positif, c'est que 58% des TPE-PME sont conscientes des risques. Elles disent, la cyber, c'est super important, on doit mobiliser tout le monde, de l'employé au dirigeant. Donc là, je me dis, effectivement, voilà un bon constat et c'est vraiment génial. Par contre, 62% d'entre elles pensent être faiblement exposées aux attaques ou elles l'ignorent. En gros, l'idée derrière tout ça, c'est de se dire, mais pourquoi, moi, je serais ciblé par une cyberattaque? J'ai rien d'intéressant. Moi, je suis telle entreprise qui fait, par exemple, je sais pas, des petits tuyaux plastiques ou je suis un artisan. Moi, j'ai rien d'intéressant au sein de mon infrastructure. Et là, déjà, c'est problématique. C'est problématique parce que dans toute entreprise, avec tout ce qui est numérisation, on gère des monceaux et des monceaux de data. Et ces données-là, c'est l'or noir des cybercriminels. Et en plus de ça, comme elles vous sont confiées, vous avez une responsabilité dans le stockage. Et elles se disent encore qu'elles ne voient pas pourquoi elles seraient impactées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tout l'écosystème cybercriminel, ce ne sont pas forcément des boîtes qui sont directement ciblées. En fait, les cybercriminels font la pêche au chalut. Ils égrènent, ils saupoudrent leur malware un peu partout sur la toile, et quand ils attrapent quelqu'un dans leur filet, ils vont regarder ce qu'il y a. Plus l'entreprise est sécurisée, moins ils vont s'y intéresser ou ils y viendront plus tard. Ils vont aller vers ceux qui ont des défauts en termes de sécurité. Et puis, celles où il y a le plus de postes, celles qui sont le plus juteux, qui ont des données qui sont vraiment intéressantes. Donc en fait, il ne faut pas se dire que vous êtes ciblé, mais vous pouvez vous retrouver dans les filets. Donc pour cela, il faut mettre en place un certain nombre de choses. Et enfin, dernier chiffre, et là c'est le chiffre rouge, c'est que 65% de ces entreprises, des répondants, on a plus de 500 entreprises qui ont répondu, ne sauraient pas quoi faire si elles étaient victimes d'une cyberattaque. Et pourtant, on en a 15% qui ont été touchés dans les 12 derniers mois. En gros, elles ne sont pas prêtes. Donc vous voyez, on a encore beaucoup de choses à faire en matière de conscientisation. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire chez cybermalveillance.gouv.fr, c'est d'amener, de faire passer des messages, et notamment en ayant fait cette étude, Impact Cyber. Alors pour marquer les esprits, on a essayé de faire les choses un peu différemment. Souvent, qu'est-ce qu'on voit? Les mises en scène qui sont faites au niveau cyber, c'est on a soit l'auteur, qu'on met avec une capuche, alors ça c'est vraiment le cliché qu'il faut s'enlever de la tête, c'est vraiment fini. Ou alors on regarde la victime, et c'est souvent name and shame. Ah, il est victime. Et on dit oui, lui il est victime. Et si on met en scène une victime, on ne se reconnaît pas dedans. Parce qu'on se dit, bah non, moi je ne suis pas une victime. Nous, ce qu'on a voulu faire, on a fait notamment des clips vidéo, et on a pris le message différemment. On n'a pas fait intervenir la victime, c'est basé sur des cas réels. On a fait intervenir le client de la victime. Et je vous donne l'exemple, par exemple, d'un maçon qui tout d'un coup dit, bah voilà, nous, on avait l'habitude de travailler avec une boîte de maçonnerie, et ça faisait 10 ans qu'on travaillait ensemble, et un jour, je reçois un RIB, un changement de RIB, ça me vient par mail, le mail, tout est bon, c'est bien le mail de l'artisan. Moi, qu'est-ce que je fais? Je paye, et quelques semaines plus tard, il revient vers moi en me disant que je n'avais pas payé et qu'il fallait payer. Et pourtant, tout était bon. En fait, il s'était fait pirater sa messagerie. Et donc, il explique, nous, on avait l'habitude de travailler avec cet artisan, mais là, ça va être problématique et ça va peut-être se finir en procès. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est de dire que quand on est victime, on peut se retrouver effectivement avec son système d'information qui est hors service, mais c'est aussi tout ce qui se passe à côté. C'est la perte de prospects, c'est la perte d'une relation de confiance qu'on avait avec les clients, avec les fournisseurs, qui se sont retrouvés aussi impliqués dans ce problème. Donc voilà, Impact Cyber, je vous engage à aller voir, les petits clips sont plutôt bien faits. On a donc un livrable qui était sur la diapo précédente, et on revient, on essaie de remettre un petit peu tout ça en musique et d'expliquer dans la vraie vie. Voilà, nous on n'est pas là pour parler ou pour fantasmer, mais pour parler de vrais problèmes. Donc voilà. L'idée dans tout ça, au niveau conscience, c'est qu'on a 4 freins. Alors l'iconographie qui est ici, c'est une iconographie que j'ai réutilisée pour tout ce qui était collectivité territoriale. Mais en fait, les freins sont les mêmes en entreprise. Le premier des freins qu'on va avoir, c'est la cybersécurité, ce n'est pas ma priorité. La cybersécurité, je n'ai pas le budget. La cybersécurité, je ne suis pas concerné. Mon activité, par exemple, quand je suis dans la boulangerie, ce n'est pas de la cybersécurité. La cybersécurité, je n'ai pas le temps. En fait, ces 4 préjugés-là
ce sont les mêmes en entreprise. C'est-à-dire qu'on ne met pas suffisamment de choses. On se dit que la cybersécurité, c'est un poste de dépense et on n'en voit pas forcément l'effet. Alors, pour faire un pendant avec des choses dans la vraie vie, je vous dirais, mais quand vous conduisez votre voiture, vous ne posez pas la question de l'avoir assurée. Et pourtant, vous n'attendez pas à avoir un accident forcément parce que vous êtes une bonne conductrice ou un bon conducteur. Eh bien, la cybersécurité, c'est pareil. On n'attend pas d'avoir des problèmes avant d'engager des dépenses dedans, d'avoir des dépenses qui soient stables et qui couvrent surtout les périmètres qui ont besoin d'être sécurisés. Enfin, en fait, il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, pour ne pas faire n'importe quoi, justement, on va parler de l'anticipation des crises. Première des choses, cybersécurité. Moi, j'aime bien ce diagramme. Je l'avais déjà présenté l'année dernière à Big et je l'utilise souvent en conférence. En fait, ce diagramme, il permet de parler d'une méthode de réduction des risques qui n'est pas cyber à la base, mais qu'on peut adapter à la cyber. Et elle repose sur 3 lettres. H-O-T. Humain, organisation, technique. HOT. Un sujet vraiment chaud. Et pour le coup, on va le parcourir en regardant tout d'abord quoi. Bon, on va commencer par le H. Humain. Humain, on va parler quoi? On va parler de sensibilisation, de bonnes pratiques. On va parler de réaction en cas de cyberattaque. On va commencer à esquisser un certain nombre de choses de l'avant-crise. Deuxième, l'organisation. Là, on est vraiment dans le cœur du problème. PCA, PRA. Si ces lettres ne vous parlent pas, ça veut dire que vous devez mettre un certain nombre de choses. PCA comme plan de continuité d'activité et PRA comme plan de reprise d'activité. En gros, qu'est-ce que je vais faire suite à un incident, à une cyberattaque? Et là, pour le coup, si on le déclenche, c'est que c'est quelque chose de massif. Dedans, on va avoir des choses qui sont aussi vraiment organisationnelles. L'inventaire, actifs numériques et des responsables. Ça, c'est la première des choses que l'on fait avant de contractualiser du matériel ou d'autres choses. On va faire un inventaire de ce que l'on a et de savoir en gros qu'est-ce que je dois protéger absolument, qu'est-ce qui est périmétrique. On ne protège pas de la même manière, on va dire, un site web sur lequel on va avoir une newsletter que l'endroit où on a la base de données client ou fournisseur. Donc on doit faire un inventaire et un inventaire vraiment fin de l'ensemble des actifs de l'entreprise avant d'agir. Donc cartographie des risques, audit organisationnel. Donc ça, c'était l'organisationnel. Et enfin, on arrive sur le technique. Et le technique, je l'aborde en dernier, ça tombe bien, parce que souvent, quand on parle cybersécurité, tout le monde pense technique. Est-ce que tu as tel logiciel pour pouvoir te protéger? Est-ce que tu as telle chose? Est-ce que tu as tel firewall? Est-ce que tu as tel EDR, XDR? Vous déclinez. Enfin, ce sont des mots que vous avez pu entendre. Ce matériel, il est nécessaire, il est indispensable. Donc, on va parler aussi de gestion des accès, la politique des mots de passe. On va parler des sauvegardes. Les sauvegardes, ça, c'est vraiment indispensable. Et je vais vraiment marteler ce message-là dans cette présentation. Mais en tout cas, le technique, on ne voit que ça. Mais non, la cybersécurité, ce n'est pas que ça. C'est un tabouret qui a 3 pieds. Et on doit mettre de la sécurité dans ces 3 endroits, dans ces 3 domaines. Si jamais on en enlève un de ces domaines, le tabouret se casse la figure. Et ça, c'est une image qui parle. HOT, humain, organisation, technique. Si vous avez pensé à ce genre de choses, eh bien, normalement, vous devriez pouvoir réduire les risques cyber. Je vais parler un petit peu aussi résilience. Résilience, cyber-résilience, c'est quelque chose qui est à la mode et c'est normal parce qu'il y a un texte, notamment qui touche beaucoup le milieu de l'assurance, qui touche aussi beaucoup le milieu bancaire, c'est DORA. Alors DORA, quand on parle DORA, les TPE, PME, elles ne sont pas vraiment concernées. Et elles auraient raison. Par contre, dans DORA, il y a des choses qui sont très bien. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler un petit peu de l'esprit qu'il y avait derrière DORA. Parce que l'idée derrière DORA, c'est de dire, je peux être victime, que je sois bon, que je sois mauvais, je peux être victime. On ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Par contre, si je peux être victime, je n'ai pas le droit de rester les bras ballants. Je dois pouvoir redémarrer très vite, tout de suite. On parle de continuité et de reprise d'activité. Et c'est ça l'idée. Et je trouve que cette idée, elle est vraiment très forte. Et elle repose en fait sur 4 points clés pour être cyber résilient. Donc le point de continuité et de reprise d'activité. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Ça commence simplement déjà par un annuaire, par des choses qui sont très pragmatiques. Où sont les responsables? Qui s'occupe de quelle partie au sein de l'entreprise? Et ça, c'est la première des bases.
et au fur et à mesure, on va le construire. On ne peut pas arriver comme ça et dire, tiens, voilà mon plan de continuité, tout est bon en termes de reprise, en termes de redondance, est-ce que j'ai un backup, comment je le réinstalle, ça se prépare. Deuxième point, une stratégie de relations publiques. Parce que quand on est victime, on ne peut pas mettre la poussière sous le tapis. Ça, c'est plus faisable. On doit pouvoir communiquer. Les gens ont pu se rendre compte que vous étiez indisponible, que vous ne pouvez plus fournir. Et là, on ne peut pas dire, bah non, mais on a eu un petit problème et on reviendra vers vous. Non, vous devez pouvoir communiquer. Vous n'êtes pas là pour tout expliquer, mais avoir un minimum de transparence pour dire, on a eu un souci, on l'a pris en compte, on est en train de voir le périmètre. Ça, c'est le premier message d'attente. Et ça se construit. Ce n'est pas quand on est en plein cœur de la crise qu'on doit s'y mettre. On doit le préparer en avance de phase. La fonction de sauvegarde et de cyber-restauration. Oui, vos données, elles doivent être backupées, 3, 2, 1. Elles doivent être présentes en 3 lieux pour être sauvegardées, dont 2 sauvegardes, dont une déconnectée ou immuable. Ça, la sauvegarde, c'est la seule chose qui pourra vous aider en cas d'attaque, mais également en cas de panne généralisée, en cas de perte d'information sur un équipement. Donc ça, en 2025, c'est juste indispensable. Si vous n'êtes pas au point, pensez-y et agissez tout de suite. Et enfin, prévenir la réponse de l'entreprise. Là, on est plus dans quelque chose qui est avant la crise. En gros, on n'attend pas d'avoir un problème pour se tester. On le fait régulièrement. Et si possible, sur les périmètres où on n'est pas les meilleurs. Parce que quand on se fait tester sur un périmètre où on est bon, forcément, on va vous dire, ah ben, vous êtes très très bon sur ce périmètre. Non, il faut se tester à l'endroit où on a ses faiblesses pour justement pouvoir les prévenir. Il y a un document, je ne vais pas trop m'attarder dessus, qui s'appelle « Piloter sa cybersécurité ». Je vous engage à aller le chercher sur cybermalveillance.gouv.fr. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est de donner un peu un plan en 10 étapes pour pouvoir piloter et mettre en place la cybersécurité. Souvent, vous avez les méthodes, hein, on parle de ISO 27001, on parle de IBIOS et tout ça. Nous, dans ce document, on n'utilise aucun acronyme. Par contre, toutes les préconisations qui sont dedans sont extraites de ces méthodes, qui sont les méthodes qui ont fait leurs preuves. Et nous, on a voulu en avoir une lecture et une mise en place qui soit dans le temps. Par quoi je commence, comment je vais monter au fur et à mesure pour arriver à la fin. Et une fois que j'ai fait un premier cycle, eh bien, je vais recommencer. Comment piloter sa cybersécurité? Ça, c'est vraiment un support qui peut vous intéresser, vous, en tant que chef d'entreprise, TPE, PME, mais je vous dirais à la limite de toute personne qui a en charge une organisation. En tout cas, vous l'avez compris, hein, on n'attend pas d'être en pleine crise pour agir. Et on peut déjà commencer à travailler avant. Nous, on a mis en place, avec la gendarmerie, une sensibilisation justement à la gestion de crise qui s'appelle SensiCrise. Alors le plan, c'est facile, hein, c'est anticiper, faire preuve de résilience et capitaliser. En gros, avant, pendant, après. Et ces modules-là, 32 minutes, 69 pour le deuxième et 22 pour le troisième, c'est donc une sensibilisation à la gestion de crise qui est gratuite. De toute façon, tout ce qu'il y a chez nous, c'est gratuit. Et vous ne serez pas le produit. Vous venez, vous utilisez, vous diffusez. Si ça peut vous aider, eh bien nous, on aura rempli notre mission de service public. Donc ça, SensiCrise, c'est vraiment une initiation qui est vraiment bien faite et qui revient sur toute ou partie de choses que j'ai pu aborder juste avant. Et ça, c'est vraiment pour vous. Alors voilà. Maintenant, imaginons, vous avez fait attention, vous avez mis en route un certain nombre de choses, hein, donc le backup, la gestion des accès, la gestion des mots de passe, hein, avec l'unicité, le gestionnaire de mots de passe, ça fait partie des idées que j'essaie de faire passer, des bonnes pratiques à avoir en 2025, qui n'étaient pas systématiques en 2005. Mais imaginons que malgré tout cela, vous y ayez été victime. Et qu'est-ce que l'on peut faire? Et qu'est-ce que nous, on pourrait vous apporter? Eh bien, ce qu'on peut vous apporter, c'est 17 cyber. Est-ce que ça vous parle? 17cyber.gouv.fr. Alors, c'est normal, ça s'installe. Ça a commencé le 17 décembre 2024. En fait, c'est notre parcours d'assistance qui était avant sur cybermalveillance.gouv.fr, qui est sorti de notre plateforme pour faire un site à sa vie propre. Donc, le 17 cyber est complètement autonome et n'est plus sur cybermalveillance.gouv.fr. On fait des liens vers ce parcours-là. Qui que je sois particulier, un professionnel, une collectivité territoriale,
j'ai été victime d'une cyberattaque et je ne sais pas de quoi vraiment j'ai été victime, ou même si je le sais, eh bien, plutôt que de chercher de l'aide sur un guichet déjà existant, vous venez directement sur 17cyber.gouv.fr et nous, on va vous aider. Et c'est vraiment un guichet unique avec tous les acteurs. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de dispositifs qui existaient. Thésée, Perceval, Pharos, il y en a quelques-uns qui vous parlent, les CSIRT. Et chacun, en fait, travaille sur sa petite bulle pour parler à son public en particulier. Nous avons voulu avoir un guichet unique pour tout le monde. Et on s'occupe de rerouter tout le monde. Alors comment ça marche? Justement, plutôt que de faire des grands discours, en gros, je suis victime, je vais sur 17cyber.gouv.fr. Une fois que j'arrive sur place, je vais avoir un questionnaire. Et ce questionnaire va permettre d'orienter et pouvoir permettre de mettre un nom, de diagnostiquer la cybermalveillance pour laquelle vous êtes venu. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous disais 51 cybermalveillances. Eh bien là, on a ces 51 cybermalveillances qui vont du spam jusqu'au rançon logiciel. Donc on a une échelle qui est très très large. On a les 51 nuances de gris. Nous, on va mettre un nom sur cette cybermalveillance, un peu comme chez le médecin, en vous disant « vous êtes victime de ça ». On va vous donner les premières recommandations. Et là, il va se passer plusieurs choses. Soit cela vous suffit, vous avez eu des consignes, on vous a expliqué comment faire, vous êtes autonome et vous avez besoin de rien d'autre. Eh bien là, vous quittez la plateforme. Par contre, si ça ne suffit pas, que vous avez par exemple besoin de déposer plainte, à être taisé, que vous avez été victime d'une escroquerie financière, ça va être Perceval, vous avez besoin de signaler, Pharos, vous êtes victime de cyberharcèlement en milieu scolaire, e-enfance. Nous, une fois qu'on vous aura donné les premiers conseils, on vous orientera vers le dispositif qui existe déjà. On n'est pas là pour réinventer la roue. Et vous avez besoin de vous poser la question de savoir sur quelle plateforme vous devez aller. Et si cela ne suffit pas, que vous avez besoin de quelqu'un qui mette les mains dans votre système d'information, eh bien, on a notre assistance technique. Donc 1200 prestataires référencés et 200 experts cyber qui ne travaillent que pour la sphère professionnelle et qui sont compétents en matière d'installation, de maintenance et de rémédiation. Donc là, on va avoir des pompiers du feu qui peuvent venir. Alors bien sûr, cette partie-là, nous on fait la mise en relation et après vous contractez avec l'entreprise ou vous ne contractez pas. Et vous pouvez aussi avoir besoin de judiciariser. Alors les 51 cybermalveillances ne sont pas judiciarisables. Quand on vient pour un spam, derrière il n'y aura pas un dépôt de plainte. Mais il y a un certain nombre de cas. Et là, dans ces cas-là, nous on propose la mise en relation avec un policier ou un gendarme par chat. C'est pour ça que cela s'appelle 17 cyber. Donc ce ne sera pas un appel téléphonique, mais ce sera un contact par chat. On met en relation et là vous aurez un policier ou un gendarme, selon que vous soyez en zone urbaine ou en zone gendarmerie, qui va savoir pourquoi vous venez, qui va avoir l'ensemble des conseils qui vous ont été poussés et qui va vous aider à faire la dernière marche vers la judiciarisation. À l'heure actuelle, on a 50 policiers, 50 gendarmes et une disponibilité du service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc en gros, si vous êtes victime ou si vous connaissez les gens qui sont victimes de cybermalveillance, un seul réflexe, 17cyber.gouv.fr. Alors je prendrai vos questions juste à la fin, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous parlais de tout ce qui était expert cyber. Donc nous, on a créé un label. Alors tout le monde y va un petit peu de son label. Nous, c'est un label pour les experts qui est valable 2 ans. C'est un label qui est peu coûteux. C'est 800 € hors taxe, sur lequel on ne touche rien. C'est le prix, justement, de la labellisation via l'AFNOR. Donc, on peut garantir, pour les professionnels qui ont le label expert cyber, qu'ils ont des capacités techniques, qu'ils ont réussi un examen, qu'ils ont eu 65 sur 100 minimum, et ce sont des options cumulatives, et le questionnaire technique, ils l'ont réussi. À l'heure actuelle, on a environ 2 tiers des postulants qui réussissent cette labellisation, et 1 tiers qui ne la passent pas. Ce n'est pas un label en chocolat, c'est un vrai label. On l'a mis à disposition de l'ensemble des TPE-PME pour qu'elles se disent à qui je devrais faire appel si jamais j'ai besoin en matière de sécurisation Internet, en matière de backup, en matière de sécurité fixe, de mobile. Donc voilà, il est facilement reconnaissable. C'est un label qui est proche géographiquement et on a fait notamment un parcours de sécurisation disponible sur sécurisation
cybermalveillance.gouv.fr, qui permet de faire un peu une expression de besoin. Vous dites de quoi vous avez besoin, et nous, on vous propose 2 ou 3 experts cyber de votre région. Si vous êtes dans le bassin nantais, ce ne sera pas une boîte parisienne qui va venir, ce sera une boîte du bassin nantais. On a voulu avoir un label qui soit un label de proximité. Parmi nos experts cyber, on a également des gens qui ont d'autres labellisations de type PRIS ou PASSI de l'ANSSI. Donc vous voyez, en tout cas, ce label peut répondre à certains des besoins, notamment si vous cherchez un intervenant qui soit dans votre région géographique. Donc voilà, je regarde, je suis bien au niveau temps, donc je vais pouvoir prendre par la suite des questions. Vous l'avez bien compris, vous vous souvenez, HOT, humain, organisation, technique. Moi, forcément, je reviens vers l'humain, c'est mon métier. Et de vous dire que la sensibilisation, c'est vraiment le premier rempart contre les cybermalveillances. En fait, la sensibilisation, c'est quelque chose qui doit être continu. Quand quelqu'un arrive dans l'entreprise ou dans l'organisation, on doit tout de suite lui donner les bons réflexes. On doit lui dire quelles sont les menaces, quelles sont les bonnes pratiques, et on doit au fur et à mesure lui donner les messages de sensibilisation. Ce n'est pas un effet ponctuel. Et effectivement, vous avez des gens qui vont utiliser dans les outils de sensibilisation des campagnes de phishing. Alors moi, je ne dis pas faux phishing parce que ce sont des vrais phishing, mais ce sont des campagnes de phishing organisées par l'entreprise pour voir si les gens vont cliquer dessus. Mais en tout cas, c'est bien du phishing, c'est bien de l'hameçonnage derrière. Et bien ça, c'est un moyen de savoir l'engagement et de savoir si on a besoin de remettre de la sensibilisation. Maintenant, il faut utiliser ce genre de choses-là pour voir quels sont les problèmes et pour faire derrière de l'explication. On n'est pas dans le name and shame, on n'est pas là pour dire « Ah, mais à tel endroit, dans tel département, ils ont plus cliqué. Ah, vraiment, vous êtes très mauvais. » On ne va pas dire aux gens que le problème se situe entre la chaise et le clavier. Sinon, si moi je vous dis que vous êtes le problème, vous n'allez plus m'écouter. Non, on doit expliquer aux personnes qu'une personne dans l'entreprise, c'est le premier maillon, en fait. C'est la première sentinelle. S'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, eh bien, elle sera là, elle pourra le signaler, pour peu qu'on lui donne une voie de signalement. Et notamment, tiens, je crois que ce mail est une escroquerie ou c'est une tentative de cyberattaque. Et on le signale. On doit donner à l'ensemble des personnes ce genre de choses et leur dire comment ça marche. Et pas qu'elles disent, oh ben, je ne vais quand même pas le déranger. S'il y a quelqu'un qui récupère ce genre de signalement, c'est son métier. Donc nous, on a essayé aussi d'amener des choses qui permettent de sensibiliser. Et on a notamment en ligne une sensibilisation qui est pour tout le monde. Hein. C'est vraiment tout public, hein. Particulier, professionnel, collectivité, qui s'appelle SensCyber. Même chose, comme l'ensemble de nos produits et de nos productions, c'est gratuit. Première des choses, bah, vous avez vu, hein, le premier module, c'est comprendre la menace. Le deuxième, c'est agir pour s'en défendre. Le troisième, c'est je suis sensibilisé, je transmets l'information autour de moi. Cette sensibilisation, cette e-sensibilisation, elle est vraiment pour tout le monde. Je vous engage à la faire. Vous avez juste un moment à vous inscrire et vous pouvez la faire en plusieurs fois. Vous pouvez passer 10 minutes, enfin 15 minutes pour une petite séquence dans un module et revenir le lendemain, la faire au long terme. Et à la fin, vous aurez une forme de diplôme qui vaut ce qu'il vaut, mais pour dire que vous avez fait l'ensemble des modules. Et ça, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pratique et non technique. Vous avez par exemple le MOOC de l'ANSSI qui est très très bien fait, mais qui peut rebuter certaines personnes par rapport à sa longueur ou par rapport à une certaine technique. Là, on parle à tout le monde. Pratique, non technique, on doit expliquer simplement, sans travestir ou sans modifier le message, des choses qui peuvent sembler complexes. Donc ça, c'est à votre disposition. N'hésitez pas à la faire à titre privé ou à titre professionnel. Et enfin, 700 contenus. On a plus de 700 contenus, j'en ai mis quelques-uns ici. On a des contenus pour tout le monde. On va avoir, par exemple, le guide famille pour parler cyber en famille, le mémato de cybersécurité, donc Impact Cyber, dont je vous parlais tout à l'heure. Là, vous reconnaissez que faire en cas de cyberattaque, sans CICRIS, sans cyber. Donc tous ces supports, tous ces médias, je ne peux pas les expliquer ici, mais en attendant, ils sont à votre disposition sur cybermalveillance.gouv.fr. N'hésitez pas à les utiliser, notamment les fiches pratiques. Ces fiches-là, elles sont sous licence GPL v3, je crois. Donc vous pouvez les reproduire, vous pouvez les diffuser. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Et je vous ai mis un QR code d'hameçonnage
Alors Marie qui m'a invité à Big m'en est témoin. Ceci n'est pas un QR code d'hameçonnage. Donc vous pouvez aller avec votre smartphone dessus et ça vous amènera sur une partie de nos ressources de sensibilisation. Donc n'hésitez pas à venir sur notre site pour récupérer des supports qui vont permettre, vous, d'être utilisés au sein de votre entreprise, mais aussi à titre privé. Nous sommes présents sur X, Facebook, LinkedIn. Nous avons une newsletter. Si vous inscrivez sur la newsletter, ne vous inquiétez pas, votre mail sera entre de bonnes mains. On ne l'utilise pas pour les démarchages commerciaux ou autres. On est très RGPD. Donc n'hésitez pas voilà, à venir sur cybermalveillance.gouv.fr. Je tenais à remercier déjà Marine et je peux prendre des questions. J'ai 8 minutes pour répondre à certaines de vos questions. Donc, allez-y, prenez le micro. Donc, ouais, les spams, il faut les signaler aussi. Ça ne suffit pas de les signaler à la boîte mail. Alors, voilà, les spams. Les signaler, est-ce que c'est utile et est-ce que ça ne suffit pas? Alors, nous, on va souvent parler, on va mettre en avant des choses comme signal spam. Pour tout ce qui est hameçonnage par SMS, on va parler de 33700. Effectivement, le fait de signaler et d'avoir une voie de signalement qui est connue permet justement de créer des initiatives, de montrer d'abord, et d'un, qu'il y a un problème, et de deux, de pouvoir couper à l'endroit où ça pose problème. Notamment, lorsqu'on a une URL, une adresse d'un site qui est là pour faire de l'escroquerie, de demander le déréférencement, de couper le nom de domaine, ou quand c'est un numéro de téléphone qui est un vecteur d'arnaque, de pouvoir demander aux opérateurs de le couper. Donc 33700, par exemple, c'est quelque chose, c'est une initiative qui est faite par les 3 opérateurs historiques et qui vont récupérer l'ensemble de ces signalements, notamment pour pouvoir agir dans cette lutte. Donc il est important de signaler les spams au même titre que les tentatives de phishing. Est-ce que vous avez une autre question ? Non, je pense qu'on est bon. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup Marine, merci beaucoup à Big. Je vous souhaite un bon événement, c'est un très très bel événement. Voir Bercy transformé comme ceci, c'est vraiment génial. Et vous avez énormément de choses au cours des masterclass et des autres événements. N'hésitez pas, moi bien sûr, je vous ai parlé bien sûr de cybermalveillance.gouv.fr. Et vous vous souvenez, le réflexe, si jamais vous êtes victime, 17cyber.gouv.fr. Merci à tous et bonne journée à vous. Au revoir.